Salut et bienvenue sur la vidéo du deuxième Septic in the Pub des dubitaristes girondins. Les Septic in the Pub, c'est quoi? C'est qui les dubitaristes? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous devez sûrement déjà en avoir une petite idée, mais au cas où vous voudriez en savoir plus, vous trouverez plusieurs liens explicatifs en description de cette vidéo. Le 5 octobre 2022, au bar bordelais Le Zigzag, merci à eux, nous avons donc reçu Clotilde Marchal, merci à elle, psychologue, psychothérapeute et doctorante en épistémologie de la psychothérapie. Vous la connaissez peut-être via sa chaîne YouTube Epsithémo. Elle nous a proposé d'interroger nos systèmes de pensée et le poids que nous leur accordons à travers l'expérience intitulée « L'illusion de la boussole intérieure ». Et la suite, c'est elle qui la raconte. Alors, bon visionnage. Bonsoir du coup. Je connais les personnes mais pas tout le monde et c'est cool qu'on soit à ce nombre-là. J'ai l'impression que c'est parfait pour la soirée de ce soir. Qui va être un mélange d'introduction à la psychologie, mais vraiment très largement, et une expérience que je vais faire pour la première fois aujourd'hui avec vous tous, que j'ai déjà fait avec une personne pour tester. Donc là, ça va être un peu un crash test en groupe. J'espère que vous allez bien pouvoir participer et que vous allez retirer quelque chose de la soirée. Vous me direz à la fin en tout cas. Donc, ce qu'on va faire au début, c'est présenter un petit peu l'association quand même des dubitaristes qui ont fait appel à moi pour cette soirée et je les remercie. Et après, je me présenterai et puis on entrera dans le vif du sujet et je vous développerai un petit peu ce qu'on va faire dans l'ordre. Je ne sais pas qui veut présenter. Je crois qu'on m'a donné cette tâche. Alors bonsoir et merci d'être venu. Alors je ne sais pas qui nous connaissait d'avant ou si vous nous découvrez grâce à cette soirée, mais en tout cas c'est chouette d'être là pour participer. Alors les dubitaristes girondins, voilà, c'est nous avec un S. On est une asso d'esprit critique sur Bordeaux. On fait un petit peu plein de formats d'événements pour parler d'esprit critique en général, de doutes, de sujets politiques, de sciences, de vulgarisation. On fait autant des trucs dans la rue que dans des bibliothèques, que dans des bars. Des trucs plus ou moins sérieux, participatifs ou très verticaux, toujours pour parler de doute, avec ce message pourquoi est-ce qu'on croit ce qu'on croit, c'est ça qui est important. Et donc ce soir on a décidé de faire appel à Clotilde pour ce Septic in the Pub, la deuxième édition à Bordeaux. On va parler de psychologie. Et retrouvez-nous sur nos réseaux parce qu'on fait plein de trucs différents. Donc, il y en a pour tous les goûts. C'est cool, moi je vais me présenter, donc je m'appelle Clotilde, vous pouvez m'appeler par mon prénom, me tutoyer, ce sera plus simple parce qu'on va pas mal échanger ce soir. Et mon métier c'est d'être psychologue, psychothérapeute, je suis depuis 2014 et à côté de ça je fais partie de la commission d'enseignement de l'IRCAD, qui est l'Institut de recherche sur l'anxiété et la dépression qui se situe au Pessac, je ne sais pas si les gens qui vivent par là. Et j'enseigne et je fais des formations pour les professionnels pour améliorer les pratiques de prise en charge psychothérapeutique. Et à côté de ça, je suis du coup doctorante en épistémologie. Donc peut-être que la philosophie, c'est quelque chose qui me parle plus que l'épistémologie. L'épistémologie, ça va être plutôt... Hein? Non, je sais plus, c'est pas l'étude des mots, du sens des mots. Non. Non, je sais plus. Non, mais même c'est pas ça, je sais. Mais quand tu veux il y a quelqu'un qui sait ce que c'est. L'histoire de l'étude des preuves, enfin comment on administre la preuve en science. Ok, oui, il y a une histoire avec les sciences. En fait, c'est l'étude des connaissances, la critique des connaissances, l'étude des limites et des sources des connaissances dans des disciplines scientifiques. Ça peut être la science en général et ça peut être des disciplines spécifiques scientifiques. Et moi, je m'intéresse à l'épistémologie de la psychothérapie, qui est rarement considérée comme une discipline scientifique. Mais justement, c'est un peu l'objet de ma thèse de démontrer l'aspect scientifique des psychothérapies. Donc ça ne va pas être l'objet du tout ce soir de notre sujet. Mais ce que je fais aujourd'hui, c'est la première fois que je le fais, et ça se situe un peu à un niveau intermédiaire entre les enseignements que je donne et mon écriture en épistémologie. Et ce qui va se passer va grandement m'aider sur la compréhension de certains des éléments que je développe. Donc je vous remercie
parce que vous allez participer en fait à l'écriture de ma thèse quelque part. Donc c'est cool. Quoi? Et on n'est pas payé quoi. Et vous n'êtes pas payé. Ouais. Et normalement c'est un échange, ça va vous apporter aussi des choses. Voilà. Ah, c'est vrai. Quoique aussi, je crois que quand tu es des arts, tu as un petit salaire. Ouais. Pas beaucoup, mais. C'est pas quel signe je te fais. Oui, bah voilà. Donc ça on l'a fait, Avant de faire l'expérience, je vais quand même essayer d'introduire un peu la psychologie sur deux définitions qui vont un petit peu se compléter ce soir. Et l'enjeu c'est que vous compreniez en fait ces deux définitions. Je vous en dis pas plus, mais il y a deux grandes définitions que je vais essayer de donner en introduction de l'expérience pour que vous compreniez là où je veux qu'on aille et ce qu'on est en train de faire. Bien sûr, ensuite, avant l'expérience, il y aura des consignes. Et puis ensuite, on fera l'expérience. Il y aura un moment de réflexion en petit groupe, un débrief en grand groupe. Et puis après, je vais vous proposer un sujet de débat. Vous allez devoir vous-même répondre à une question que je vous impose, à laquelle je ne répondrai pas. Et puis, on pourra faire, si on a le temps, un temps d'échange, de questions, de feedback. Voilà pour les clés. Donc les deux définitions, enfin les deux en gros types de psychologie que j'ai envie de vous définir ce soir, c'est la psychologie dite ordinaire et la psychologie dite cognitive. Donc au-delà de la définition là, vous pouvez lire si vous voulez. La psychologie ordinaire, c'est ce qu'on fait dans notre quotidien, vraiment, c'est notre manière en fait d'attribuer aux gens, à nos semblables, aux humains en général, des intentions en vue d'expliquer en fait leur comportement. Donc on va toujours avoir une idée de ce pourquoi une personne fait ce qu'elle fait et imaginer des intentions ou des attitudes qui l'ont amenée à faire ce qu'elle fait. Et c'est quelque chose d'assez automatique, d'inné, d'intuitif, et en général c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'étudier ou on n'a pas l'habitude de s'observer en train de faire ça. Là, c'est ce qu'on va faire beaucoup ce soir. C'est utile, en fait, pour se comprendre et s'adapter, d'essayer de prédire les comportements, d'essayer de les expliquer et d'essayer d'attribuer des intentions derrière les comportements qu'on observe. Et on peut, en fait, se rendre compte de ça à travers le langage commun, courant, quand vous employez les termes croire, craindre, espérer, souhaiter, ça c'est des verbes qui dans une phrase démontrent le fait que vous interprétez l'attitude de quelqu'un ou votre propre attitude et que vous êtes déjà dans une psychologie dite ordinaire. Donc on va mettre des exemples, ok ça c'est redécalé, c'est pas grave. Donc par exemple, X désire rendre fier ses parents, X croit que s'il travaille 8 heures par jour, ses parents seront fiers de lui, donc X travaille 8 heures par jour, ok voilà. X a l'intention d'aller au Skeptics si son meilleur ami y va, X croit que son meilleur ami y va, donc X a l'intention d'aller au Skeptics. Ça vous paraît logique ces phrases, mais en fait, on a bien les notions de désir, de croyance, d'intention. On le fait tous ça, tout le temps, en permanence. À part dans certains cas à cause de troubles, etc. Mais c'est un peu de ça dont il va s'agir ce soir. On va aller examiner en fait cette psychologie ordinaire à travers l'expérience qu'on va faire. Cette espèce de déduction logique en fait. Et en fait ça peut aller beaucoup plus loin parce qu'on peut raisonner à propos de ses propres pensées ou de ses propres attitudes mentales. Donc X souhaite sortir de son lit mais il n'y arrive pas, X croit que son manque de volonté l'empêche de sortir de son lit, donc X va encourager sa volonté pour sortir de son lit. X souhaite obtenir son examen de fin d'études, X croit que ses pensées catastrophes et son absence de pensées positives vont le faire échouer, donc X se répète qu'il va obtenir son examen et évite de penser au pire. Donc là on est dans un niveau un petit peu plus élevé et en fait un petit méta-cognitif, et ça aussi on le fait en permanence, c'est encore plus difficile à observer. Mais il va falloir qu'on décortique un petit peu ça ensemble ce soir pour comprendre l'intérêt de voir sous un autre angle. Et ça, c'est des principes en fait qu'on retrouve dans par exemple la loi de l'attraction que vous connaissez peut-être un peu tous, qui est
un principe du coup appliqué de la psychologie ordinaire, mais vachement développé dans le développement personnel et qui fait grand succès parce que c'est assez intuitif en fait. C'est quelque chose qu'on fait déjà tous, ça. Et donc la psychologie cognitive, elle, c'est une sous-discipline de la psychologie. Et le but de la psychologie cognitive, entre autres, c'est de comprendre comment vous organisez vos connaissances, comment vous construisez vos connaissances et comment vous les utilisez. Et connaissances, c'est un petit peu au sens large du terme, c'est-à-dire c'est la manière dont vous savez quelque chose, dont vous savez, vous savez quelque chose, comment vous le savez et ce que vous savez de la chose. Donc ça peut être autant une perception que une connaissance théorique, qu'un savoir-faire. Par exemple, savoir-faire, c'est l'AC. Donc très, très globalement, la psychologie elle peut s'intéresser à plein de fonctions comme l'attention, la mémoire. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la manière dont elle étudie les processus de raisonnement et comment le raisonnement en fait devient logique et implique des règles cognitives comme ce que vous avez vu avec X, etc. Et comment on organise nos connaissances en psychologie ordinaire pour interpréter, pour comprendre l'autre, pour se comprendre et interpréter ses propres intentions. La psychologie cognitive, c'est vraiment quelque chose de très très pertinent, de très important, parce que c'est un petit peu un niveau intermédiaire entre l'activité cérébrale, physique du cerveau et le comportement. Et ce niveau intermédiaire, en fait, il nous permet de modéliser la façon dont on comprend le monde, dont on traite un peu l'information. Et on peut le modéliser sous forme de, justement, règles cognitives. Donc, si on reprend l'exemple de X qui souhaite obtenir son examen de fin d'études et qui évite de penser au pire, la règle cognitive, si on l'explicite avec X, ça pourrait être si j'ai des pensées négatives, alors il va échouer, donc il faut que j'évite ces pensées. Bien sûr, la personne ne se dit jamais ça explicitement. Mais par contre, on sait que la psychologie cognitive peut permettre de se rendre compte de cette organisation de connaissances avec un prémisse et des déductions et de comprendre en fait la logique du comportement d'une personne qui, par exemple, va éviter à tout prix d'avoir des pensées négatives. Et donc, on peut mesurer l'impact de ce genre de raisonnement. Et notamment en psychopathologie, on peut mesurer l'impact sur un trouble, sur le maintien d'un trouble psychologique. Donc la psychologie cognitive étudie les cognitions et les règles cognitives à l'œuvre dans la psychologie ordinaire, dans notre quotidien, dans nos activités quotidiennes. Et donc l'intérêt, c'est de regarder que ces cognitions, elles ont une fonction, elles ont une logique, et de les découvrir. Donc ce qu'on va faire là dans l'expérience, c'est observer nos cognitions. Ça, c'est vraiment la base pour être déjà dans l'attitude d'un cognitiviste, d'un psychologue cognitif, de découvrir nos raisonnements et leur logique, et puis de questionner les croyances qui sous-tendent nos raisonnements. Des croyances ou des connaissances, peu importe le terme, mais comme ça va être relatif à vos connaissances à vous et que vous allez tous avoir des niveaux de connaissances différents, j'ai préféré utiliser le mot croyance parce qu'on ne va pas faire consensus là, sur cette question. Okay, est-ce que vous avez des questions sur l'introduction déjà ou n'importe quelle autre question qui vous vient à l'esprit? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Deux choses. Première chose, est-ce que tu peux garder ton micro chaque fois bien devant? Ok. Désolé, je suis chiant. Non, il n'y a pas de problème. Et la deuxième, c'était, est-ce que dans le langage courant, on parle d'autosuggestion quand il s'agit de se créer des règles cognitives Est-ce que c'est ça? Ça dépend ce que tu entends par autosuggestion. Quand je dis autosuggestion, c'est je me suggère une idée, de sorte à pouvoir la réaliser. Est-ce que ça rentre dans tout ce qui est pensée positive, pleine d'affection, tout ça? En tout cas, c'est peut-être une question que je pose à la salle. Est-ce que cognitivement, on a ça en tête quand on entend... Oui, on peut le définir comme un comportement, comme une stratégie, c'est ça, cognitive, dans le but de
se motiver à faire quelque chose. Ok. Oui. Oui. Parce qu'en fait, il me semble que tu n'as pas défini vraiment la loi de l'attraction. Non, c'est fait exprès. Merci. C'est fait exprès, Ouais, c'est un exemple. Voilà. Mais j'étais obligée d'en parler un petit peu. On verra plus tard. Oui. Tu peux juste répéter les questions des gens au micro parce qu'on ne va peut-être pas les entendre. Ok, la première question c'était est-ce que l'autosuggestion, ça fait partie justement de cette capacité un petit peu intuitive de s'aider à se motiver dans un comportement ou de motiver peut-être des éléments autour de soi ou dans l'environnement qui viendraient changer quelque chose dans la vie. Il y a deux aspects. Et la deuxième question, c'est tu n'as pas défini la loi de l'attraction, est-ce que je peux la définir? Ça, ce sera pour plus tard. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que le micro est assez proche? Je veux pas que ça lâche. Je peux pas faire plus. Moi j'ai une question hors sujet. Est-ce que c'est possible de descendre le pied? Ouais. Je voulais le faire tout à l'heure. Ok. Bon, on va passer à la suite alors. Donc, on va faire une expérience en imagerie. Ça veut dire que je vais induire un scénario que vous allez avoir dans la tête et qu'il faudra vous visualiser. Et donc c'est important pour ça d'avoir ce scénario en tête et de faire comme si vous y étiez dans ce scénario, dans cette situation. Vous allez devoir soit fermer les yeux, et si vous êtes un peu dérangé par ça, de fixer au moins un point pour ne pas avoir des interférences visuelles qui vous empêchent de bien visualiser la scène. Et ensuite, je vais vous poser 2 questions, ça va être quand même assez rapide. Et vous allez répondre à ces questions sans trop réfléchir. Donc vraiment en répondant à l'instant T, selon ce que vous visualisez, selon ce que vous ressentez. Et ensuite, très important, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc il ne faut pas chercher à savoir ce qu'il faudrait répondre ou ce que les autres répondent. Ça paraît bête, mais c'est vraiment très important. Sinon, on ne va pas avoir de résultats très cool quoi, à analyser. Ok, donc est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Ouais. Donc, tu peux mettre la diapo d'après. Ok, donc je vais vous demander de fermer les yeux ou de fixer un point. Ok, donc vous êtes en train de randonner dans un lieu assez désert. Vous ne connaissez pas ce lieu, c'est un nouveau lieu, vous découvrez. Et puis vous décidez de faire demi-tour. Et en faisant demi-tour, vous ne reconnaissez pas en fait l'environnement autour de vous. Vous reconnaissez rien, quasiment rien. Donc là, je vais vous demander de vraiment ressentir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre corps, les sensations, ce que vous ressentez. Peut-être qu'il y a des pensées qui vous traversent aussi l'esprit. Donc essayez de vous connecter vraiment à l'état dans lequel vous êtes tout de suite maintenant lorsque vous ne reconnaissez plus rien autour de vous. Et puis il y a cette pensée qui arrive. Je suis perdu. Cette pensée, elle est très importante. Elle arrive comme ça, très spontanément, très automatiquement. Vous faites le constat que vous êtes perdu parce que vous ne reconnaissez rien autour de vous. Là, je vais vous poser 2 questions. Vous allez garder la réponse en tête tout en gardant les yeux fermés. La première question, à combien de pourcents vous pensez que cette pensée-là, je suis perdu, elle va vous empêcher de vous orienter, elle va vous faire prendre le mauvais chemin? Vous gardez le pourcentage en tête. À combien de pourcents vous pensez que cette pensée, je suis perdu, elle va vous désorienter en fait, elle va vous empêcher d'emprunter les bons chemins? La deuxième question, c'est l'inverse. À combien de pourcents vous pensez que la pensée je suis perdu va vous aider à vous orienter, va vous aider à emprunter le bon chemin? C'est pareil, vous pouvez garder le pourcentage en tête. Ok, et vous pouvez ouvrir les yeux. Est-ce que vous avez bien mémorisé les pourcentages?
Je sais pas si vous avez un papier et un stylo, je sais pas si on a prévu ça. Non. Oui, j'ai du brouillon. Ouais, sur le téléphone, ouais, ça peut être pas mal. Donc il va falloir que vous notiez les pourcentages pour les deux. Et ceux qui veulent du brouillon, bah, je pense que David... Ok. Tu n'as pas besoin de faire une feuille avec la pizza en tout. Non. J'aurais bien aimé avoir un tableau, un truc, mais c'est pas... C'est long ou pas? Ok. Tu peux poser des questions, vous vous en souvenez bien, donc vous mettez bien les pourcentages à chaque question. Et donc, vous avez vos pourcentages, tout le monde a ses pourcentages. Est-ce que vous pouvez lever la main les personnes qui ont un pourcentage très élevé à la première question et un pourcentage très bas à la deuxième? Ok, bah, c'est intéressant. C'est quoi très élevé? C'est à partir de quand très élevé? Pardon, au-dessus de 50%, pas 50%, on va faire un truc avec la moyenne. Ouais. Donc vous êtes deux. Ok. Qui a des pourcentages inverses? Bah, en dessous de 50 à la première, au-dessus de 50 à la deuxième, et ça va vous aider à vous orienter. Ok, il y a plus de monde. Ok, qui c'est qui a les mêmes pourcentages? Ok, les mêmes pourcentages. Qui c'est qu'il y a soit très très... soit 0, soit 100, des extrêmes, des trucs comme ça? Ok. Donc en fait, il faudrait constituer, si c'est possible, 3 groupes. Il faudrait que vous réunissiez du coup les personnes qui ont les mêmes pourcentages pour répondre ensuite à ces questions en fait ensemble. Ouais, vous êtes deux. Donc ils vont où, ceux qui ont quoi? Alors, la première c'était quoi? La première, ceux qui ont au-dessus de 50% à la première question, en dessous de 50% à la deuxième, c'est vous deux. Le deuxième groupe, ceux qui ont en dessous de 50% à la première et au-dessus de 50% à la seconde. Ok. Donc il y a Nicolas, Régis. Vous aussi, non? Oui, on y est. Oui, nous. Ceux qui ont les mêmes pourcentages. Ouais, même pourcentage. Ok. Et les autres, du coup, c'est quoi? En blanc. Donc nous, c'est... Sinon, vous restez. Ouais. Quoi? Ouais. Il y en a qui ont les mêmes pourcentages? Il n'y a que vous deux. Ça m'étonne pas de... Vous êtes perdu ou toi? Ouais, mais je sais pas si ça va bien. Ah merde, on fait. Mais ceux qui sont perdus, il faut leur dire que chacun d'entre eux, c'est pas... Et donc, quand vous allez discuter ensemble et répondre à ces questions, pourquoi vous avez mis ce pourcentage? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Des gens qui sont sûrs. Essayez de vraiment répondre à ces questions. Ils savent qu'ils vont crever. C'est quoi tes pourcentages? Mais qui sont chauds quand même. Moi, je suis 60-40. Par un scorpion à 500 mètres dans le village. Bon, du coup,
qui montreront comme ça. Est-ce que du coup vous avez pu répondre aux 3 questions, sur les 2 questions que vous aviez? C'est un peu compliqué. Donc on va essayer de répondre par groupe. Pour le groupe du coup qui a mis un pourcentage plus élevé à la prédiction que la pensée je suis perdu va les désorienter. Est-ce que vous pouvez nous donner du coup quelques réponses à ces questions quand on ait accès à votre raisonnement? Vous êtes que 2 donc c'est compliqué. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on est surpris d'être 2. Oui, moi aussi. On s'attendait à ce qu'il y ait plus de personnes qui se disent bon bah la pensée je suis perdu perd, et la pensée je suis et la pensée je suis perdu aussi n'aide pas à être moins perdu. Et pourtant, on est combien là? À peu près, on avait fait une vingtaine. Ouais. On est quoi? On est 10% quoi. C'est étonnant effectivement. Les personnes avec qui je l'ai fait, c'était plutôt votre réponse. Ah, on détruit son expérience. Non, pas du tout. Parce qu'il y en a eu d'autres qui... 90-10, ouais, c'est énorme. En gros, on pense que la pensée je suis perdue, perdre, et qu'elle va peut-être nous aider à nous. Ouais. Et donc, pourquoi ce pourcentage? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Oui, si tu veux. Pourquoi ce pourcentage? On avait des pourcentages hauts, il avait 90, moi j'avais 80. Ouais. Parce que je pense que ce constat en fait de je suis perdu va créer une anxiété où on va être plus dans un état émotionnel que rationnel. Ok. Ça va nous empêcher de réfléchir de façon pragmatique et de prendre les bonnes décisions pour nous retrouver en fait. Ok. Ok. Et vous êtes d'accord tous les deux sur... Ouais. En fait, on a fait le constat qu'on a tendance aussi, tous les deux, à être un peu pessimistes et que faire le constat pragmatique, ce que tu as dit, on fait le constat qu'on est perdu, ça s'impose à nous. Oui. Cette chose-là, d'autant plus qu'on a tendance à imaginer toutes les possibilités négatives avant de penser les possibilités positives, rentre dans un logiciel de pensée, un cheminement qui a tendance à plus nous faire voir des choses négatives et donc plus penser nos comportements pragmatiques vis-à-vis de ces choses négatives et nous faire moins penser la possibilité d'une sortie de ces choses-là. Ok, donc ça c'est intéressant. Et pourquoi à la deuxième question, c'est pas plus? Pourquoi vous n'avez pas un pourcentage plus élevé? Pourquoi pas plus? À la deuxième question qui est que ça va vous aider. Pour les mêmes raisons là que tu viens de donner ou il y a d'autres... Alors on n'a pas mis 0 non plus, oui. Parce qu'on pense quand même que le constat je suis perdu va peut-être nous faire chercher des ressources, nous faire nous poser des questions qu'on ne se serait pas posées à la base sans ce constat, pour nous aider à nous orienter. Mais ça reste très bas parce que, voilà, comme il a dit peut-être par biais de pessimisme, on ne pense pas vraiment que ce constat va nous aider à nous organiser mieux. Dans ce cas-là, la pensée, elle a un vrai impact, quoi, selon vous. Et par contre, vous n'avez pas mis 0% à la deuxième question parce qu'il y a d'autres paramètres, il y a des ressources. Il y a d'autres ressources, c'est ça? Je me dis que peut-être dans un contexte normal, on va quand même s'organiser pour se retrouver forcément, mais peut-être que dans un contexte plus dramatique où on se sent vraiment perdu, on va essayer d'aller un peu plus loin et de mettre en place plus de systèmes pour nous retrouver. Sans vraiment y croire, parce qu'encore une fois, il pouvait nous dire qu'on se paniquer. En tout cas, il pourrait y avoir des paramètres qui font varier vos pourcentages quand même, en fonction de la situation, peut-être du matériel que vous avez à disposition, de plein de choses en fait. Mais c'est pas à ça que vous pensez en premier. Ce qui est certain, c'est que le fait de se sentir perdu nous est insupportable. Ok. C'est chiant. En fait, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de fort. Voilà. Et donc vous dites je sais que je vais être pessimiste ou que je vais être anxieux et que cette anxiété, que ce pessimisme
va pas m'aider, va pas... Pour moi, la pensée « je suis perdu », ça me met dans un état de panique. Et je sais que je ne vais pas être capable de raisonner efficacement dans cette Voilà. Là, on est vraiment dans les raisonnements et les règles cognitives et les croyances. C'est très intéressant. Donc, je ne vais pas être capable d'eux. Peut-être parce que j'ai des souvenirs, des expériences, des choses du coup qui vont revenir. Donc c'est intéressant parce qu'en fait chacun des groupes va s'appuyer sur ses connaissances, des connaissances qu'il a et créer une sorte de raisonnement logique qui va constituer une croyance parce qu'on ne sait pas. Déjà, on ne sait pas si vous êtes vraiment perdu. Hein. Je ne sais pas si vous avez calculé. Et on ne sait pas. Non. C'est vrai qu'il y avait plein de questions. Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on a des équipements? Voilà. Et on ne sait pas si vous êtes vraiment perdu, mais on ne sait pas. Sur quelque chose de simple. Quelque chose de simple. Et on ne sait pas si tout à l'heure vous allez être plus perdu ou pas. On ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Que vous ayez vos prédictions, que vous les changiez, tout de suite maintenant, on ne sait pas plus sur ce qui va se passer plus tard. Donc vous vous reposez uniquement sur vos connaissances et sur des stratégies que vous pouvez avoir. J'imagine que dans cette situation, vous imaginez des comportements à avoir ou à ne pas avoir. Pour ne pas vous perdre davantage, pour ne pas être anxieux. Ok, donc on verra plus tard. Ok, merci d'avoir joué le jeu, c'est hyper cool. Et alors le groupe, du coup, à l'inverse, du coup, vous vous opposez, entre guillemets. Vous pensez davantage que la pensée, elle va vous aider. Est-ce que, du coup, pareil, vous pourriez dire pourquoi ce pourcentage en faveur, du coup, d'une aide de la pensée, quel pouvoir positif de la pensée sur la suite de votre randonnée? Pourquoi pas moins aussi? Pourquoi ce pourcentage et pourquoi pas moins? Je pense que le constat qu'on a fait un peu tous, c'était de se dire que dire je suis perdu ou le penser, ça va permettre un peu de cadrer le problème et de mieux le saisir et le traiter. C'est ça qu'on s'est dit. Que, en fait, avant, bon, c'est pas trop, mais une fois qu'on se dit je suis perdu, c'est ok, maintenant je vais pouvoir essayer de trouver des solutions. Ouais. Et le fait de le formaliser, de le verbaliser, ça va nous aider, je pense, à trouver des solutions. Oui. C'est un peu ce qu'on a dit. Ouais. Je pense qu'on accorde pas mal de valeur à notre monde intérieur, à notre réflexion personnelle. Plutôt que d'être déstabilisé par les événements extérieurs, de façon positive. Ouais. Oui, et en même temps, c'est deux manières différentes de voir les choses. Alors, comment tu t'appelles? Cécile, elle disait que elle pensait que dans le groupe, du coup, ils accordaient moins d'importance à la réflexion personnelle, c'est ça, ou en tout cas au... Enfin, on accorde pas mal d'importance à ça. Plus confiance dans la réflexion, moins de doutes par rapport à ça. Et moins plus confiance à nous-mêmes que nous à l'extérieur. Ok. Je vais trouver la solution, plutôt oui, je suis perdu et c'est la Ok. Ouais. Est-ce que tu peux répéter en une phrase les interventions au micro, à la fois pour tout le monde et pour l'enregistrement? D'accord, et là je recommence ici ou je ferai à la fin? Comme ça. Ok. Je ferai à la fin du coup le tour des groupes. Du coup, Cécile elle dit que ils accordent dans ce groupe plus de confiance dans leur capacité à mobiliser des ressources et à s'appuyer du coup sur l'environnement pour s'orienter que sur la pensée je suis perdue. Parce que, et là vous avez ça en commun, parce que cette pensée elle pourrait être angoissante. Je sais que c'est dans ce groupe que vous avez parlé de panique. On l'a dit. Je pense que ça a été dit et c'est pour ça qu'on n'a pas mis moins, on n'a pas mis zéro non plus. Vous n'avez pas mis zéro. Parce qu'on s'est quand même dit que ça va créer une sorte d'anxiété au moins au début, de panique. Genre, ouais. Merde, je suis perdu. Et puis, très rapidement, enfin, assez rapidement, se dire, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Ok. Et du coup, il y a un peu des deux. Ok, oui, c'est pour ça que vous avez pas mis 0%. 5%. Voilà, c'était pour signifier le côté pénible de la chose. Ouais. C'est un peu déstabilisant, mais quand même, ça permet de poser le problème et de se dire, voilà, c'est un peu de réalisme. Ok. Donc, quoi qu'il arrive, même si vous faites plus confiance en votre raisonnement, en votre réflexion, vous faites des prédictions, comme le groupe, déjà. Vous avez des pourcentages en faveur de prédictions, toi un petit peu moins, parce que c'est un peu rapproché, mais ça reste des prédictions quand même.
et vous ne savez quand même pas si vous allez vraiment arriver à vous à ne pas vous perdre. On ne sait pas plus. Ok, donc le groupe des mêmes pourcentages, c'est ça, le groupe-là? Donc vous avez exactement les mêmes pourcentages. Donc pourquoi, c'est quoi déjà les pourcentages que... Est-ce que c'est les mêmes que vous avez ou... Non, pas nous deux, oui. On avait 0 et vous c'était 50-50. Ah ouais, c'est extrême. On est tous les deux à avoir 0-0. Et Ok. après, c'était 50-50, mais après il nous a trahis, il a changé ses chiffres. Donc vous n'avez pas d'âme en fait. Et Quand vous êtes en randonnée. Non, du coup, pourquoi c'est intéressant? Pourquoi 0% et 50%? moi personnellement, parce que je vois pas ça comme un problème. Alors, le truc c'est que j'ai déjà vécu plusieurs fois cette situation. Ouais. Donc je sais qu'à chaque fois, mon état d'esprit n'a pas à jouer dans la résolution du problème. Donc je vois plus ça comme un truc mécanique, quoi. Ok. Donc, alors c'est intéressant parce que 0% n'est pas l'absence d'une prédiction ou d'un raisonnement logique. Là tu dis 0% mais tu expliques bien que ça t'est déjà arrivé et que pour toi ça n'influence pas la suite, en tout cas, de ta randonnée, c'est ça? Ouais. Ok. Donc il y a quand même des prédictions qui sont faites, même à 0%. La prédiction, c'est que ça ne va pas influencer cette pensée, ça ne va pas influencer... D'accord. Ouais, tu es d'accord ou pas? Oui, à ce niveau-là, mais... C'est difficile de ne pas en avoir d'idées de ce qui pourrait se passer, parce qu'on a tous des expériences, en tout cas c'est ce que tu décris là. Ok, et 50%, c'est ça? Moi c'était 0%, mais moi c'est à peu près pareil. Ouais. C'est juste que, pareil, je me suis déjà perdu et tout. Et moi je pense pas que ça influence parce que quand je me perds, moi j'ai grandi en campagne, donc je me suis perdu en forêt, à vélo et tout. Ok. Et juste, je suis une route jusqu'à retrouver, quand je suis en forêt, jusqu'à retrouver une route que je connais. Donc au final, je pense que je vais toujours faire la même chose. Donc je pense pas que ça va influer. Voilà. Ok, la pensée en elle-même ne va pas influer. Par contre, il y a plein d'autres paramètres qui vont influer. Voilà, c'est ça. Et aussi l'expérience que j'ai eue et tout. L'expérience, ok. Et Pascal moi, je ne suis pas bien représenté la question. Ok. Pas le pourcentage. Et il y avait David. Au départ, c'était 50% et 50% parce que j'arrivais pas trop à savoir. Et en fait, j'ai bougé. Je pense plus que ça va m'aider d'avoir cette pensée je suis perdu pour les mêmes raisons que ce groupe-là. Donc ça va activer, ça va me faire rechercher activement mon trajet. Ce que j'aurais peut-être pas fait si j'avais pas eu cette pensée. Ok. Et finalement, là, oui. Moi, justement, en gros, j'étais autour de 30. Je me disais que ça doit avoir une influence, les deux. Ouais. Mais qu'il n'y a pas d'autres paramètres. Du coup, ça influence un peu. Je dis 30-40, il y a pas d'autres trucs. Ouais. Un peu, je sais pas dans quel sens. Ok. Ouais. Et là, en vous entendant les uns les autres, est-ce qu'il y a vos pourcentages qui peuvent varier tout de suite maintenant, déjà? Après, ça dépend beaucoup du contexte aussi. Ouais, justement. Voilà, c'est toute une question de contexte. Ouais, justement, ouais. Oui. De toute façon, les pourcentages que vous donnez, c'est pas un pourcentage objectif. Hein. Oui. C'est un pourcentage sur un contexte, dans un moment donné. C'est ça qui est intéressant. Oui, en fait, potentiellement, tout le monde n'a pas visualisé la même situation. Oui. Et du coup, je pense que si j'avais visualisé autre chose, oui. que tu aurais mis d'autres pourcentages. Et ce qui est important, c'est pas si votre pourcentage il est le même partout et de faire varier à l'infini les situations, mais de voir justement que ce pourcentage il bouge en fait. Il bouge même de minute en minute, voilà, en fonction des nouvelles connaissances que vous avez là, en confrontant vos différentes réflexions. Et ça c'est important en psychologie, d'avoir de la flexibilité psychologique, c'est d'être capable de remettre en question une croyance et de faire un petit peu bouger les pourcentages. Donc il y en a qui n'ont pas pensé à certains paramètres et qui y pensent maintenant. D'autres peut-être qui se disent effectivement je peux être aussi angoissée et en fait je vais peut-être élever le pourcentage, peut-être que vous y avez déjà pensé. Et peut-être que même en restant à 0%, il y a quand même la conscience qu'il y a un raisonnement, qu'il y a eu des expériences passées, qu'il y a des connaissances qui sont présentes
Et ça, elles ne vont pas changer du jour au lendemain. Vous allez quand même rester plus ou moins sur les mêmes pourcentages. Mais ça pourrait varier effectivement assez facilement si on ajoute des variantes. Ok, super, vous avez bien joué le jeu. Je pense qu'on peut... Désolée, bon, là on a fait ça. Ok. Ok, mais ça vous y avez aussi répondu. Finalement, après réflexion, quels sont les autres paramètres, quels sont les paramètres qui pourraient faire varier vos pourcentages? Vous y avez un petit peu répondu parce que vous avez imaginé d'autres situations ou alors vous souvenir d'une expérience que vous avez eue, tout à coup dire « Ah mais oui, mais il y a une fois où je me suis pas vraiment perdue parce que j'ai réussi à me raccrocher à un truc. » Et juste le fait de réfléchir et d'envisager d'autres paramètres peut vous faire varier ces pourcentages. Du coup, c'était votre raisonnement, vous disiez, mais un pourcentage, c'est bizarre de mettre un pourcentage sur une croyance, enfin, sur une pensée, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, on pourrait mettre une couleur en fait, hein. On pourrait mettre du bleu pâle au bleu foncé. Mais bon, le pourcentage, il a le mérite de nous questionner sur la force de nos croyances ou de notre raisonnement. À part pour ceux qui ont eu 0-0, mais il y a quand même une force de croyance assez importante. 50-50, c'est noir et blanc en fait. C'est noir et blanc, mais c'est pas si noir et blanc que ça parce que c'est quand même raccroché à un raisonnement. Il y a quand même, c'est pas pareil 50-50 que 0-0. J'imagine que c'est pas parce que vous avez un pourcentage identique que vous avez la même idée derrière. Et c'est ça qui nous intéresse en fait. Le pourcentage, il nous aide juste à observer le raisonnement et à voir comment, en fait, on le calcule ce raisonnement. Là, vous avez tous calculé une probabilité de vous perdre ou de ne pas vous perdre en fonction des connaissances que vous avez sur vous-même, de ce que vous avez ressenti dans l'expérience, de ce que vous avez entendu autour de vous ensuite. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on peut objectiver des connaissances qu'on a sur soi-même, mais ça ne veut pas dire que ces connaissances, elles vont être plates et qu'elles vont jamais changer. En fait, elles vont tout le temps bouger. Mais par contre, vous calculez, vous prédisez des choses. Et c'est normal, sinon vous ne bougeriez pas, vous ne feriez plus rien, c'est compliqué de prendre des décisions en fait, si on imagine ça. Donc le but de l'expérience, ça n'est pas d'avoir un pourcentage exact qui ne bouge pas et qui soit une vérité en fait. Qui soit la vérité de la bonne réponse en fait. Et il n'y a aucun groupe qui a une bonne réponse, il n'y a aucun groupe qui saura si vraiment il va se perdre ou pas. Oui, à part Nicolas, mais c'est parce qu'il est trop fort et qu'il a un super t-shirt du rasoir. Ok, donc on peut changer. Donc on fait automatiquement des prédictions concernant le pouvoir de nos cognitions sur la situation. Bon, à part peut-être ceux qui sont à 0-0, mais eux ils vont avoir automatiquement l'idée que ça ne va pas influencer du tout. Oui, voilà, on fait quand même une prédiction. Oui. Alors là, dans l'expérience, j'ai induit cette pensée et voilà. Donc, voilà, elle n'est pas pertinente pour vous et c'est une pensée comme une autre, quoi. C'est ça, c'est un truc pas important. À aucun moment dans l'expérience, on sait si vous êtes objectivement perdu ou non. Donc ça, c'est important on se fie davantage à nos perceptions, à nos croyances, à nos connaissances, qu'à autre chose. Déjà, de toute façon, dans cette expérience, on n'a pas cette notion-là. Et donc, on a ce qu'on appelle des métacognitions positives ou négatives qui guident le comportement. Une métacognition positive, c'est je pense que la pensée, elle va m'aider. Donc, j'ai une croyance sur ma propre pensée et cette croyance est positive, parce que ça va m'aider. Et là, j'ai une croyance sur ma pensée, une croyance négative, une métacognition négative, ça va me perdre. Oui. C'est quoi la différence entre être perdu objectivement et être perdu subjectivement? Il n'y a pas de différence, c'est juste qu'on n'a pas la donnée de si on est vraiment perdu ou pas. En fait, si tu es tout seul en randonnée... En fait, comment dire, c'est la donnée d'être perdu. Si tu sens que tu es perdu, elle me paraît comme ça. C'est difficile d'avoir une objectivité du fait d'être perdu. Et vous avez... Là j'ai du mal un peu à... Mais vous allez avoir des avis différents dans les groupes. Parce que toi, peut-être que tu vas constater être perdu et ça va être une évidence, alors que pour le groupe au fond là-bas qui a 0, ça paraît plus logique, ça, cette idée, non? Je me trompe que peut-être en fait
bah il n'y a pas de raison, je suis pas perdue, parce que ça veut dire quoi être perdu d'ailleurs, parce que je sais que ça me retrouve. Enfin, ça peut aller loin. On sait pas, c'est quoi le critère d'être perdu en fait? Est-ce que c'est d'avoir changé de chemin, mais en fait, elle est où la limite? C'est compliqué quand même de dire. Là, l'expérience elle repose que sur votre sentiment et votre impression d'être perdu. Et c'est important parce que vous n'avez pas le même, en fait, en fonction des groupes. Vous n'avez pas le même sentiment d'être si perdu que ça objectivement, en fait. Mais parce que vous prédisez que de toute façon, vous allez bien vous en sortir ou vous allez mal vous en sortir. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui va se passer dans les minutes d'après. Donc changer vos prédictions ne change pas l'issue de la situation. C'est pas parce que tout d'un coup vous inversez vos pourcentages qu'on va savoir davantage si tout à l'heure vous allez vous perdre ou pas. Ça, on ne sait pas. Donc objectivement, on ne sait rien. Mais subjectivement, ou en tout cas à travers les connaissances que vous avez de la situation, vous savez des choses. Enfin, vous pensez connaître des choses et faire des prédictions. Ouais. Tu dis que donc changer les prédictions, ça ne change pas l'issue de la situation. Oui. Mais en fait, si moi, du coup, je change mes prédictions et je dis qu'à 99%, ça va me perturber de savoir que je suis perdu, ben, ça va peut-être un peu me tétaniser et du coup, ça va effectivement changer la situation. Oui, mais effectivement, mais on ne le sait pas. D'accord. On ne sait pas encore. Par contre, on pourra le savoir après, peut-être. Si ça se répète plusieurs fois et que tu me dis que tu es perdu dans Bordeaux à chaque fois que tu as de l'anxiété et que tu te paralyses et que bah là on va se dire ok, là en fait vraiment il se passe ça, il y a tel comportement et ça le perd vraiment. Mais là on ne sait pas, puis c'est pas le but d'imaginer ça. Mais on ne sait pas quoi. J'ai une question. Oui. Juste dans ta conception de la chose, est-ce que être perdu c'est négatif pour toi? Être perdu ou être perdu, dans l'expérience de pensée que tu nous proposes, est-ce que c'est quelque chose de plutôt négatif, c'est-à-dire vraiment quelque chose désagréable quoi, enfin, c'est-à-dire forcément c'est plutôt négatif quoi. Pas négatif, mais forcément j'imagine une expérience dans lesquelles on ressent des choses. Ouais, mais plutôt des sentiments de perplexité, pas forcément, parce qu'il y en a qui vont connaître la randonnée et qui vont. Sinon, on ne poserait pas la deuxième question. Il y a des gens qui aimeraient être perdus aussi, c'est peut-être c'est un challenge, etc. Ouais. En tout cas, le but, c'est de faire une expérience qui fasse ressentir des choses. Oui, bon, d'accord. Et qui vous pousse à faire des prédictions. Parce que vous êtes quand même perdu, donc il faut penser. C'est le côté faire des prédictions. Quoi. Appréhender l'avenir par rapport à une situation. Quoi. Oui, exactement, c'est ce qu'on fait tout le temps. Ouais, je sais pas. Ouais. Là, c'est pas ce que tu as fait, par exemple, c'est ça? Non, mais je sais pas, mais je trouve que le fait de calculer, en fait, c'est ça qui me perd le plus, en fait. C'est le terme du calcul? C'est le terme de vraiment, justement, être dans le contrôle. C'est à un moment donné où j'ai l'impression que quand tu es tout le temps dans le contrôle, en fait, tu vis pas les choses en fait, et quelque part il faut accepter une part d'incontrôlable pour pouvoir être ouvert à d'autres expériences en fait. L'idée de cette expérience est de montrer que justement il y a des calculs qu'on n'a pas conscience d'avoir. Non mais j'entends, je vois exactement le truc. Excuse-moi de te... Non, c'est des bonnes questions. C'est important aussi de poser ces questions parce que on n'a pas cette image-là ou cette vision-là de notre manière d'appréhender les choses, le monde où tu dis des fois il ne faut pas contrôler, les choses sont intuitives. Je sais pas, je pose la question en tout cas. Et c'est vrai, c'est vrai qu'on fait les choses intuitivement et heureusement parce que sinon on aurait un gros coup cognitif à la fin de la journée de tout calculer. Ouais. Mais pourtant il y a quand même des calculs automatiques qui se font. Tu nous invites à aller en prendre conscience et à la limite à les contrôler quoi, finalement. À les contrôler, ça je sais pas, non, pas spécialement. À les observer déjà. Les observer, On a dit observer, découvrir. Ouais. Parce que c'est une connaissance que vous avez sur vous-même. Et ensuite, questionner les croyances qu'il y a derrière, parce que des fois ça peut être un peu embêtant quand même. Finalement. Ça rejoint les utilitaristes quoi. Ça rejoint les utilitaristes, voilà. Merci pour le résumé, bon, c'était filmé. On a des métacognitions donc positives ou négatives. Ça c'est bon, vous avez compris ce que c'était des métacognitions, du coup négatives ou positives. Donc c'est une croyance que j'ai sur une pensée. Et ces métacognitions, en fait, elles sont maintenues par d'autres croyances, par des expériences passées, par des connaissances, par des émotions, par des images que vous avez. En fait, tout un tas d'autres cognitions. Mais ça ne change pas, on ne sait pas ce qui va se passer demain ou dans 3 secondes. Ça, c'est important.
Ok, on peut changer la... Donc finalement, on pourrait... Alors là, ça va être très calculatoire, je pense que... donc nos prédictions et nos croyances, elles permettent de constituer des règles cognitives. Ici, la règle part d'une métacognition, parce que c'est moi qui l'ai induit. Hein. La pensée, elle va induire ça. Donc si j'ai la pensée « je suis perdu », alors ça veut dire que... Alors il y a plein de choses. Que je vais angoisser, que je vais paniquer, ou alors que je vais faire recadrer la situation et faire un constat objectif et avoir confiance en ma réflexion, m'appuyer sur des bonnes ressources. Et je le sais parce que j'ai déjà vécu ça, je me sens capable, j'ai confiance en moi. Et je le sais parce que j'ai déjà paniqué dans ces situations et que je suis pessimiste. Donc là, on a d'autres croyances, d'autres connaissances. Donc il faut que alors ça on l'a pas, mais ça serait intéressant de se poser la question, donc, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je me calme? Est-ce qu'il faut que je calme mon anxiété? Est-ce qu'il faut que je m'appuie encore plus sur mes connaissances théoriques de la randonnée, de ce que je connais, de mes expériences? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'en fait ces croyances et ce raisonnement va induire en termes de comportement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait essayer du coup de remplir les cases, qui serait intéressé par justement... Ouais. Quel serait ton calcul du coup? Tu me poses la question? Ouais. Merde, j'aurais pas dû parler autant. Si la pensée je suis perdu, alors ça veut dire que... Selon tes pourcentages que tu as mis tout à l'heure. Je suis matrixé par la situation que tu viens de nous imposer et okay. Je le sais parce que je connais les jalons de la psychothérapie qui consiste en voir le moi et l'être au monde de manière très radicale, enfin même justement pas radicale mais... Ok, on est dans d'autres considérations que l'expérience en elle-même. Je peux pas oui, tu peux. Et donc il faut que tu fasses quoi là tout seul? Donc ça va nous intéresser. Il faut que je lise le premier chapitre du Capital de Marx, le fétichisme de la marchandise, et que je sorte... Non mais je plaisante, non, mais franchement je suis troll, hein, je fais un troll là, désolé. Ok, il y a quelqu'un d'autre qui... Ouais. Alors si j'ai la pensée, pardon, je suis perdu, alors ça veut dire que je vais me sentir un peu stressé, mais dans une situation très familière. Je le sais parce que je l'ai déjà vécu plein de fois. Du coup, à chaque fois, ça s'est bien passé parce que j'ai réussi à me repérer. Donc, il faut que je trouve des repères, que j'agisse pour faire baisser mon anxiété et mon stress. Ok, c'est intéressant parce que vous pourriez avoir la même conclusion avec le groupe finalement. Ce groupe le plus intéressant, du coup, celui-là, au niveau des règles, ça donnerait quoi? Si j'ai la pensée que je suis perdue, ça veut dire que je vais paniquer et je vais être pessimiste et je vais pas réussir à m'organiser. Je le sais parce que ça m'est déjà arrivé, je sais que je réfléchis comme ça. Et donc il faut que je me calme, que j'évite d'être trop pessimiste et que je réfléchisse. Ok, oui, tu disais tout à l'heure, tu as dit je suis pas capable de gérer ma panique, un truc comme ça. Ça c'est une croyance intéressante qui vient maintenir, je le sais parce que je suis pas capable de gérer mon anxiété. Peut-être que dans ce groupe ils se disent je suis un peu plus capable de gérer mon anxiété. Ça c'est des pensées que tu as sur toi qui peuvent être maintenues par ça. Donc il faut que je me calme, et si je me calme ça maintient l'idée que j'ai vraiment un problème avec mon anxiété, ça pourrait tourner en coup. Et donc ça sert à ça de calculer, ça sert à voir comment on peut maintenir certaines croyances qui peuvent être problématiques. Ouais. Est-ce que du coup, pour vous, si jamais dans cette situation vous vous dites il faut que je me dise que je suis pas perdu, comme ça va m'aider? Non. Ouais, il y a un côté... Tu sais que t'es perdu. En fait, cette idée-là... Comment je peux savoir que t'es... Enfin, on le sait pas si on est perdu. Cette idée-là est hyper séduisante en fait. Moi j'aimerais pouvoir avoir le contrôle là-dessus quoi. Le truc c'est que je fais une prédiction. Donc la prédiction, elle est ce qu'elle est. Par contre je peux aussi faire la prédiction, une prédiction entre guillemets plus peu probable, je vais ressentir des choses différentes à partir de ça.
Et ça me paraît, comment dire, en fait, il faut que j'imagine toutes les possibilités, tout l'éventail de ce que je pourrais ressentir à partir d'une situation où je me sens perdu. Là, nous, on essaye de penser ce qui nous paraît le plus probable, en fait. Mais c'est une bonne réflexion parce que oui, il y a des personnes, et notamment des personnes qui ont des troubles anxieux, qui vont plutôt miser là-dessus. Et si en plus dans le développement personnel c'est très c'est très attirant. Là la réflexion c'est je suis anxieux, j'ai peur que cette pensée elle a une influence sur mon anxiété et sur mon chemin, donc il faut que je me répète que je suis pas perdue. C'est ça la pensée magique? C'est par exemple, l'autosuggestion, quoi, en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. La loi de l'attraction, un peu aussi. Exactement. Personne n'a dit ça là ce soir, mais ça pourrait être le cas. Mais on est déjà dans la pensée magique quand on fait des prédictions à propos d'une pensée et du pouvoir de la pensée sur l'environnement, parce qu'on ne sait toujours pas ce qui va se passer. On le fait automatiquement. Alors c'est à 2 degrés différents, mais c'est déjà présent. On a tout ça. Est-ce qu'il y a une part de déni aussi dans la pensée magique? De déni, alors, défini... C'est-à-dire, comme il disait, c'est-à-dire de penser qu'on n'est pas perdu et d'essayer de s'auto-suggérer comme ça. C'est aussi une manière de ne pas penser. Est-ce que c'est la phrase ils ne pensaient pas qu'ils ne pouvaient pas y arriver, alors ils ont réussi. Oui, exactement. Mais ça pourrait aller plus loin. Je peux m'imaginer que c'est positif de me dire que je suis perdue. Et c'est de la pensée magique aussi. Mais est-ce que ça marche? Ça, c'est une autre question. Moi, je veux que ça marche. C'est une question qu'on pourra se poser plus tard. En fait, moi, je veux des résultats, quoi. Ça marche sur le moment, sur ton anxiété, sur ton sentiment. Ah, tu vois? Mais je suis... Bon, je vais vous montrer une vidéo à la fin qui va répondre à la question. Tu veux ma carte? Du coup, c'est bon. Donc justement, on va introduire le débat. Dans le développement personnel et issu de la psychologie ordinaire, il y a cette fameuse loi de l'attraction. Avec l'idée de la pensée magique, là, que vous venez de développer, qui postule en fait très vulgairement que les pensées, les attitudes mentales positives ou négatives vous attirent respectivement des bonnes ou de mauvaises choses. C'est facile à comprendre comme ça. Okay, donc comme s'il y avait un lien direct entre la conscience et l'environnement, comme si on avait presque des super pouvoirs en fait. On a vu qu'on a l'appareil cognitif pour ça, hein. on est bien appareillé pour pouvoir répondre positivement à la loi d'attraction. Et donc j'aimerais bien que vous essayiez de formuler des critiques selon l'expérience que vous avez faite. Aussi, quelles critiques on peut faire de la loi d'attraction? Soit on fait un petit groupe, soit on le fait là directement oralement, je pense que... Ouais, on fait la direction. Donc est-ce qu'il y a des personnes déjà qui ont des idées de critiques? Des critiques qui seraient aussi fondées par l'expérience qu'ils viennent de faire sur la loi d'attraction. Parce qu'après, il y a pas mal de sceptiques dans la pièce, du coup, nous, oui. Ah merde. Ouais, on sait que la perception ne change pas le réel, en fait. On sait que les perceptions ne changent pas le réel, qu'elles l'analysent. Donc, se dire que si je me répète 20 fois, je vais y arriver, ça risque pas de changer la probabilité que j'y arrive. Par contre, si je me prépare correctement, si j'analyse toutes les données qui font que j'ai quelque chose à faire et que dans un but précis, j'analyse tous les problèmes, je réfléchis à comment je dois me préparer, etc. Peut-être, moi, c'est comme ça que je le ressens maintenant, en tout cas. Alors en fait, pour les sceptiques, peut-être qu'il faudrait poser la question de quels sont les avantages de la loi de l'attraction. C'était plutôt aussi intéressant de réfléchir, parce qu'il y a des avantages de croire ce qu'on croit et d'utiliser aussi ce principe-là, peut-être. C'est une autre question. Il y a des personnes qui ne sont pas sceptiques, ou en tout cas qui ne sont pas dans l'association des guitaristes. Il y a des sceptiques ici. Alors. Non, mais moi, pour rebondir sur ce que tu disais, même si oui, ça influence pas directement sur le réel de se dire quelque chose, mais ça peut booster la confiance en soi, par exemple. Et ça a un impact sur le réel. Donc, en soi, ça a un impact quand même sur le réel au final. Ok. Ça peut être ça peut être un avantage. Oui, ça peut être un avantage. Et une critique, c'est ça que tu... Et une critique, par exemple, la même qui dit, il ne faut pas non plus se dire, c'est pas parce que je vais me répéter ça, la méthode, c'est quoi, c'est la méthode Coué ou un truc comme ça, là. Ouais, ça, voilà.
ben, c'est pas parce qu'on va se répéter ça que ça va automatiquement faire en sorte que ça se réalise, quoi. Il y a quand même du travail derrière. Moi je suis pas sceptique, mais je me dis que ça peut déclencher un mécanisme. Et ce mécanisme, c'est un éveil qu'on a tous, nous les êtres humains, c'est l'instinct. En fait, c'est comme si on se secouait l'ego et voilà, pour trouver des solutions à des problèmes. Oui, c'est vrai que c'est dans le langage courant en plus de se dire bon bah là je vais me motiver, si je suis volontaire ça va marcher. C'est un mécanisme pour, je pense, de se réveiller. C'est pour ça que... Alors c'est intéressant, quelle est la différence entre voir la loi de l'attraction comme un mécanisme et adhérer littéralement là à la formulation de la loi de l'attraction? Parce que c'est différent finalement ce que tu dis. Bah, moi la loi de l'attraction, pour moi, c'est une croyance, en fait, c'est une théorie, c'est un truc qui a été monté de toutes pièces, d'interprétation de choses et d'autres. Mais dans cette circonstance de l'autosuggestion ou de se parler, déclenche, je crois ça, en fait, c'est une autre croyance que j'aimerais développer, qui développe un mécanisme de survie, en fait, ou d'instinct aux choses. Mais est-ce que ce serait la loi de l'attraction alors? Non, ce serait la loi de l'instant. Je le déclare, oui, non, non. Non, relève de la nature après, et puis des choses qui relèvent du destin aussi, c'est bien de prendre ça aussi en facteur, quoi. Et il y avait d'autres... Moi, je pense que ça peut être même une mauvaise chose, en fait, un côté positif. Après, comme je disais là, moi je suis très pessimiste, ce qui n'est pas forcément réaliste non plus, voilà, parce qu'en vrai, je me répète toujours qu'il peut arriver que des choses négatives, mais je sais que c'est pas forcément quelque chose de cohérent. Mais après, la loi de l'attraction, pour moi, se répéter des pensées positives en pensant que ça va. Comme ça, en fait, c'est un peu comme une hygiène de vie, de penser que tout va bien, comme des gens, je sais pas, c'est comme quand on se brosse les dents, quoi. Oui. Quoi. Et on se lève tous les jours et on est comme ça, on a la banane, etc. Dans ton environnement social, tu arrives à choper des gens ou je sais pas quoi. Oui. Mais ce qui est important, c'est la fonction du comportement. Si je fais du sport... En gros, ça influence vachement ton comportement et ça peut prévaloir sur le comportement social aussi et à l'horizon social. Il y a des choses qui sont valorisées socialement et pas d'autres. Penser positivement, c'est valoriser. Faire du sport, c'est valoriser socialement. Être quelqu'un de très organisé, qui s'inquiète et qui prédit l'avenir, c'est valoriser socialement. Alors pas trop, c'est pas très attractif d'être comme ça. Beaucoup de gens... En tout cas, quand quelqu'un s'inquiète beaucoup, on peut le percevoir comme quelqu'un d'organisé et on s'imagine. C'est la réflexion d'ailleurs que tu as. Dans un groupe, quelqu'un qui prévoit tout et qui organise tout à chaque fois, c'est vachement... tu veux dire quelque chose du guitariste Non, j'ai une frangine et une collègue comme ça, et c'est des personnes ressources, quoi. On se tourne toujours vers elles quand il y a un truc à faire. Du coup. Mais on peut distinguer les comportements des raisonnements et des cognitions. En fait, il faut remettre tout ça dans un schéma global et voir si c'est cohérent. Mais oui, il y a des... je connais pas l'exemple, mais c'est intéressant. Il y a forcément des choses socialement qui renforcent effectivement l'utilisation de la loi de l'attraction, mais qui est autre chose que la loi de l'attraction. Et ça distinguer. Après, c'est toujours pareil, c'est pas le constat court terme, le constat long terme. Effectivement, au premier abord, quelqu'un qui dit je sais bien, tout va bien, mais si peut-être sur du long terme, si on s'entend à dire tout va bien, je vais bien, je suis heureux, peut-être sur du long terme, finalement, peut-être quelqu'un qui arrive en tirant la gueule, mais qui est plus intéressant. C'est ce que tu dis, le soulagement, l'effet immédiat par rapport à l'effet long terme. C'est vraiment deux choses différentes. Tu peux renforcer une croyance sur un faux résultat. Ok, je sais pas si tu peux mettre la vidéo, si tu vois. C'est une petite vidéo qui va résumer un petit peu. C'est une introduction à potentiellement des problèmes psychopathologiques qui sont liés avec la croyance qu'on peut contrôler ses pensées. Il faut, pour ceux qui entendent anglais, il y a du son, tu vois. On n'a pas vérifié ça, je crois. C'est un peu con. Et le son, il va sortir là-bas, instamment. Il n'y a pas de son. Je pense pas. Est-ce que c'est branché à l'ampli? Alors c'est un gars qui fait de super vidéos. Je lui ai demandé l'autorisation de sous-titrer en français ces vidéos. Alors là, pour ceux qui...
Alors, je vais la mettre en pause. Ça marche pas? Bon, bah, vous allez juste lire et imaginer la super musique. Bon, on peut la relancer au début. En tout cas, la qualité est exceptionnelle. Sinon, tu peux faire la lecture en direct. Ok, ouais, je vais faire ça. Ah oui, raconte cette histoire. Allez, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nous allons parler des pensées intrusives. C'est un terme large qui englobe toutes ces choses indésirables qui surgissent dans ta tête. Elles sont plus que de simples pensées. Tu peux les définir comme des souvenirs, des images, des envies, des voix, des sentiments, des licornes. Quand je dis pensée intrusive dans cette vidéo, je parle en fait de toutes les choses qui font intrusion dans ton esprit. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est la théorie qui permet de comprendre pourquoi ton cerveau génère des pensées intrusives et comment tu peux t'en débarrasser. Ton cerveau est ton meilleur ennemi. En fait, il t'aime vraiment et il veut t'offrir des cadeaux. Ton cerveau t'offre constamment des cadeaux. La plupart du temps, tu ignores ces cadeaux comme tu ignores les nuages qui passent au-dessus de toi. Mais parfois, tu te concentres sur l'un de ces cadeaux. C'est mauvais signe. Tu l'évalues, tu te sens incertain. C'est effrayant. Tu perds beaucoup de temps et d'énergie en essayant de t'en débarrasser. Et tu t'en débarrasses et tu te sens vraiment bien. Et cela rend ton cerveau heureux, youpi, parce que ton cerveau a trouvé un moyen de te rendre heureux et de te donner ce que tu veux. Si tu veux vraiment balayer les incertitudes, échapper à tes peurs et t'en débarrasser de tes pensées intrusives, alors tout ce que ton cerveau doit faire, c'est t'en donner toujours plus. Afin que tu puisses perdre encore plus de temps et ressentir le soulagement que tu attends. Et plus tu désires te soulager de la peur et de l'anxiété, plus ton cerveau va te donner l'occasion de rechercher ce soulagement dont tu as tant besoin. C'est un comportement conditionné et normal chez tout animal quand tu obtiens les choses que tu souhaites. Les neurones dopaminergiques libèrent de la dopamine qui se lie aux récepteurs de ton cerveau. Ça fait du bien, youpi. Et le puissant circuit de la récompense entre en action. Lorsque tu es pris dans des ruminations pour te débarrasser des pensées intrusives et d'autres sentiments désagréables, tu crées un circuit. Plus ton cerveau est récompensé, plus vite et plus longtemps tes neurones dopaminergiques sont activés par anticipation. Alors, quelles règles enseignes-tu à ton cerveau pour se sentir bien? Subir des pensées intrusives, se sentir mal, entretenir des ruminations et en générer encore plus. Si tu veux vraiment te débarrasser des pensées intrusives, arrête d'essayer de t'en débarrasser. Interromps le circuit si tu réagis à une pensée intrusive en répétant, contrôlant et vérifiant la rumination. Tu entraînes ton cerveau à ruminer. Mais nos cerveaux font l'économie des trucs qui ne sont pas utiles. Si tu acceptes ces trucs comme tels, que tu vas dans le sens de tes valeurs et de ton bien-être, ton cerveau va se désincomprer, tu n'es pas un chien. Tu n'es pas obligé de courir après les bâtons que te lance ton cerveau. Si tu arrêtes de courir après, ton cerveau arrêtera de les lancer. Tu peux avoir des pensées désagréables, tu peux avoir des souvenirs, des envies, des voix, des images, des peurs et tout ce que tu n'aimes pas. Tu peux avoir tout ça au-dessus de toi et faire ce qui est important pour toi. Ces choses qui t'aident à être en bonne santé, heureux et à poursuivre tes aspirations. Laisse ton cerveau réfléchir à ce qu'il veut et guide-le sur la route de l'accomplissement de tes objectifs de vie. C'est un peu too much. Et tu montreras à ton cerveau que tu penses ce que tu penses vraiment. Elle est rapide. Ok. Est-ce que c'est une bonne conclusion? Elle sort la loi de l'attraction. Ok, c'est terminé. Soit on a un petit temps de feedback et d'autres questions, soit on peut s'arrêter là. Mais comme vous voulez. Si vous avez des questions autres sur la psychologie, sur autre chose. Mais bravo déjà, bravo. Merci.